Bonjour à tous. Codé Diop. Vous allez comprendre tout à l'heure dans la présentation. J'ai une formation en réseau, donc ingénieur en réseau télécommunications, et j'ai un doctorat en informatique. Et actuellement, je suis le directeur informatique de l'IPRES. Donc, la présentation que je vais faire ne sera pas comme les présentations qui ont l'habitude d'être faites dans les meet-ups. Ce sera genre un chalard comme le font dans les pays espagnols. Je vais échanger avec vous sur des problématiques qu'on a en réseau et comment on peut essayer de les résoudre avec les informaticiens. Parce qu'en réalité, si les systèmes distribués fonctionnent, c'est parce qu'il y a eu des informaticiens et des développeurs qui ont mis en place ces systèmes et des ingénieurs réseau qui ont mis en place toute la partie connectivité pour que les gens puissent échanger. Donc, la présentation sera plus comment, dans le cadre des systèmes distribués de façon très générale, comment les mécanismes de gestion de la qualité de service doivent être distribués entre les différentes couches d'un système de communication, les différentes couches des protocoles de communication. Donc, globalement, ma présentation sera orientée dans ce sens. J'attends juste de pouvoir partager mon écran et c'est bon. Donc, si vous avez mon écran, Nango, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, on peut définir comme système de communication tout ce qui permet à des équipements, à des systèmes, à des applications de pouvoir interagir, de pouvoir échanger. Et dans l'évolution des systèmes, des applications, des systèmes distribués, il y a eu plusieurs propositions au niveau des systèmes de communication. Les premières générations d'applications, c'était les applications client-serveur. Et au niveau applicatif, c'était le client qui devait attaquer un serveur pour accéder à des services, comme les systèmes de transfert de fichiers ou de streaming. Et au niveau système communication, les efforts à faire n'étaient pas existés, mais n'étaient pas complexes, parce qu'il fallait gérer la qualité de ces services, faire de sorte que la disponibilité du réseau soit présente, que le réseau soit fiable, qu'on gère les latences et les débits. Et progressivement, il y a eu des problèmes. Pour ne pas dire problème, il y a eu des demandes additionnelles. Ça veut dire que les communications ont commencé à s'accroître et il fallait, en plus de la gestion de la qualité de service, supporter, faire de sorte que toutes les communications qui devaient se faire au niveau des liaisons de transport ou au niveau de l'Internet puissent fonctionner sans difficulté. Et comme vous le savez, après progressivement, autour de l'Internet, autour des solutions de communication, pouvaient cohabiter plusieurs applications. Et pour chaque application, il fallait faire des efforts pour que chaque client puisse accéder à son serveur sans difficulté. Après, il y a eu la deuxième génération d'applications. Cette deuxième génération d'applications, ce qui a changé, c'est que le serveur qui était développé de façon monolithique, maintenant était développé de façon distribuée. On avait maintenant des applications multi-tiers, pas des applications client-serveur. Et dans les applications multi-tiers, on avait la partie présentation qui devait accéder à la partie back-end. Et on devait maintenant pouvoir interagir entre plusieurs composants qui pouvaient être développés suivant la même technologie ou parfois même suivant plusieurs technologies. Il fallait à chaque fois pouvoir gérer la partie qualité de service qui va toujours demeurer, scalabilité qui va toujours demeurer, mais aussi tous les aspects d'intégrabilité, donc toute la partie intégration, savoir pour parler avec tel composant, par exemple avec la partie front-end, pour parler avec la partie d'authentification, quel protocole il faut utiliser, quelle adresse il faut accéder, ainsi de suite. Donc la complexité, en plus d'être dans la partie qualité de service, était de pouvoir gérer au niveau des parties applicatives toute la partie connectivité vers le composant qu'on voulait attaquer. Après, il y avait aussi la partie hétérogénéité qu'il fallait gérer au niveau des développements. Donc, en réalité,
dans cette nouvelle génération, les développeurs vivaient ou supportaient la complexité de pouvoir interagir avec plusieurs composants qui ne sont pas développés avec la même technologie, qui ne gèrent pas le même business et qui sont hétérogènes. Et dernièrement, il y a la troisième génération des applications qu'on a actuellement. C'est qu'au lieu d'avoir dans une seule organisation la complexité de l'organisation, maintenant on a plusieurs organisations qui veulent interagir entre elles. Par exemple, si on prend les banques interagissent entre elles. Chaque banque a sa complexité en interne et pour pouvoir interagir avec une autre banque ou avec les compagnies d'assurance, devait supporter sa complexité et la complexité extérieure. Les mêmes besoins en termes de qualité de service, de scalabilité existent. Les mêmes besoins en termes d'hétérogénéité et de découverte de quel service il faut invoquer existent. Plusieurs travaux qui ont été effectués dans le passé pour répondre à ces différentes générations de systèmes distribués existent actuellement au niveau de la couche réseau, où il y a eu dans le passé que le best effort. On disait le réseau est là, si ça marche, c'est bon, si ça ne marche pas, en réalité, on ne peut pas faire mieux. Et des propositions ont été effectuées au niveau réseau avec des protocoles ou des solutions comme les solutions InServe qui permettaient de garantir dans l'Internet une certaine disponibilité du réseau pour pouvoir garantir la qualité de service. Mais comme vous le savez, je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont développé des applications en attaquant directement les couches transport ou les couches réseau. Ça allait être complexe pour les développeurs si on devait indiquer à tous les équipements réseau de l'Internet, voilà le type d'application que je développe, le type d'application que je développe, voilà ses besoins en qualité de service et voilà comment vous devez le prendre en charge. Là, en réalité, pour ne pas dire, enfin, je peux même le dire, c'est parfois difficile, voire même impossible de pouvoir le faire. Vous savez, l'Internet, c'est combien d'équipements réseau qui sont distribués. Est-ce qu'on est capable, nous, dans notre coin, en train de développer une application, d'indiquer à tous les routeurs du monde, voilà le besoin de mon application et voilà comment mon application doit être, les trafics via mon application doivent être pris en charge. Les gens ont dit, c'est bon, on a proposé des protocoles au niveau réseau, mais à part les opérateurs de téléphonie, c'est difficile qu'on puisse les mettre en œuvre partout. Donc, c'est des propositions qui existent. Certains opérateurs, même Orange ici, peuvent faire de la réservation sur ces routeurs, mais sans pouvoir identifier la réservation sur ces routeurs est dédiée à quelle application. On réserve plutôt des ressources à une entreprise, mais on ne peut pas dire c'est pour telle application spécifiquement qu'on réserve la ressource actuellement au niveau réseau. Dans l'Internet, on peut le faire au niveau organisation, mais on ne peut pas le faire dans les systèmes distribués très larges. Au niveau transport, il y a deux protocoles de transport qui existent, qui sont utilisés et qu'on ne peut pas modifier. Le protocole de transport TCP existe depuis 1976 et je pense que c'est très difficile actuellement de pouvoir faire mieux que TCP, même s'il y a eu d'autres qui ont été proposés. Je prends l'exemple de MPTCP. Actuellement, dans nos équipements, si je prends nos smartphones, on a le Wi-Fi qui est dans le smartphone, on a la 3G qui est dans le smartphone. Et personne jusqu'ici, je pense à part ceux qui font de la recherche très poussée, n'a pas pu réussir à avoir la 3G et le Wi-Fi connecté en même temps sur son terminal. À chaque fois, on a soit le Wi-Fi connecté, soit la 3G connectée. Et pourtant, les deux technologies existent en même temps sur les équipements. Donc, les gens se sont dit, mais pourquoi on ne peut pas utiliser les deux en même temps? Donc, les travaux sont en cours, mais malheureusement, toujours on a le blocage, c'est le blocage du réseau et de tous les équipements qui sont dans le réseau, qui font que même s'il y a des propositions qui marchent à l'échelle réduite, ça peut être difficile de le mettre en œuvre à une échelle très distribuée. Le protocole MPTCP allait permettre d'utiliser, ou permet, parce que certains l'ont implémenté, d'utiliser du multipass TCP. Donc, on peut avoir la 3G et le Wi-Fi en même temps quand on fait une
quand on fait du streaming ou qu'on regarde des applications multimédia comme du Skype et tout ça, on peut utiliser les deux protocoles, les deux technologies en même temps. La bande passante, elle va être meilleure parce qu'on a deux voix et la communication, donc, elle est meilleure. Toute la partie latence, fiabilité est garantie. Mais quand on a essayé de le déployer à l'échelle de l'Internet, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a certains équipements qui sont dans un routeur qui est quelque part dans le monde, rejettent les paquets parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas le protocole. Et donc, pour le faire à l'échelle mondiale, c'est compliqué. Aussi, si on avait laissé les développeurs utiliser les protocoles directement, ça allait être aussi complexe parce qu'en réalité, peut-être c'est abstrait pour certains avec les frameworks que nous utilisons et les API que nous utilisons, mais avant, quand on voulait développer une application, c'est même dans l'application qu'il fallait ouvrir la socket TCP ou UDP pour après utiliser cette socket-là pour faire passer les communications. Là, de plus en plus, c'est abstrait pour les développeurs parce qu'il y a eu une couche middleware qui est installée maintenant entre les propositions au niveau réseau et au niveau transport pour que les applications s'appuient sur les couches middleware, sur les solutions existantes au niveau de la couche middleware et attaquer les solutions proposées au niveau transport et réseau. Donc, il y a eu une multitude de solutions middleware existantes comme Corba, les API REST que nous utilisons, qui après nous rend abstrait toutes les solutions qui ont été proposées au niveau de la couche transport ou réseau. Et dernièrement, de plus en plus, les gens utilisent les applications orientées services ou avec les bus de service pour supporter toutes les applications distribuées ou pas. Et dans les discussions que je veux avoir aujourd'hui avec vous, c'est de voir au niveau des couches middleware existantes, comment faire pour que les solutions qui existent au niveau réseau et au niveau transport et qu'on a pu déployer parce qu'on n'a pas réussi à l'échelle très large, comment on peut faire pour le mettre en œuvre dans les solutions middleware, parce que là, c'est là où on a une main, parce que c'est là où on a une abstraction côté développement de tout ce qui se passe en bas et qu'on peut indiquer dans les API REST, par exemple, quel est le besoin de l'application et comment, au niveau de la couche middleware, on peut différencier les applications et faire passer une requête en priorité à une autre ou faire passer un message en priorité par rapport à une autre, comme l'auraient fait les routeurs diffserv ou inserv dans le réseau, alors que actuellement, les routeurs diffserv, à part les protocoles DPI qui sont utilisés, n'ont pas une connaissance fine du message qui est envoyé pour pouvoir le faire. Donc, si on prend les applications orientées services, dans le passé, juste pour un rappel, je pense que tout le monde connaît l'architecture, les applications étaient développées de façon monolithique et de plus en plus maintenant, si on devait développer une nouvelle application, même si on avait une brique qui existait quelque part, il fallait faire des duplications. Maintenant, avec les applications orientées services, une fonctionnalité qui existe dans une application, on peut l'exposer et au lieu de redévelopper cette application-là, on peut juste créer un connecteur et invoquer une fonctionnalité qui existe dans une application tierce. Donc, avec tout ce qu'il y a comme architecture pour pouvoir publier tous les web services dans un UDI, pouvoir rechercher les services et pouvoir les utiliser. Et actuellement, les bus de service sont les architectures les plus utilisées pour mettre en place une architecture distribuée orientée service. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les bus de service permettent à un web service d'être publié ou d'être disponible. Donc, c'est comme un canal de communication. Et via le canal de communication, tous les protocoles de communication qui existent, on peut les utiliser via le bus. Et on peut avoir des services qui peuvent être maintenant hétérogènes, distribués, mais connectés. Parce que toute la partie hétérogénéité, toute la partie distribution est gérée par le bus.
Donc, si on corrèle le bus à ce que nous connaissons dans l'Internet, le bus au niveau de développement, c'est maintenant peut-être, on peut voir, si on fait abstraction de toutes les couches qui sont en bas, le bus de service peut être vu comme le canal de communication des applications. Étant vu comme le canal de communication des applications, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'au niveau des bus de service, toutes les propositions qui étaient faites au niveau du réseau, au niveau des couches de transport, on peut voir est-ce qu'on peut les mettre dans les bus de service pour garantir la qualité de service des applications qui communiquent dans l'Internet. Si on voit que, par exemple, on ne peut pas différencier des applications au niveau des routeurs ou au niveau des protocoles de transport parce qu'on ne maîtrise pas, comment faire pour que dans les bus de service, on puisse identifier deux applications ou trois qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et de dire quand le bus de service va permettre la communication, c'est le bus de service qui va maintenant gérer la qualité de service de l'application qui est la plus critique par rapport à l'application qui est moins critique. Donc, un bus de service actuellement, qu'est-ce que ça permet de faire? Quelqu'un qui a un web service qui veut utiliser un autre web service, il n'a pas besoin de comprendre comment le web service est développé de l'autre côté. Lui, il parle au bus de service. Le bus de service fera toute la partie découverte, médiation, routing et va envoyer le message au service provider. Donc, on réduit beaucoup de complexité côté développement et toute la partie maintenant message transformation, gestion de la sécurité, gestion de l'adaptation du message pour aller vers le fournisseur, on laisse ça au bus de service. Donc, quand on développe une application et qu'on doit invoquer un web service, on n'est plus obligé de modifier, de créer un message qui est conforme à l'API du web service qu'on veut invoquer. En réalité, on peut rester sur son business, développer son application suivant sa technologie, suivant la complexité de sa propre application. Et quand on veut parler à un web service distant, on envoie le message au bus de service. Et maintenant, c'est le bus de service qui gère toute la partie complexité, transformation du message, adaptation, pour envoyer le message au service qu'on veut invoquer. Et quand on a le retour, le bus de service enverra le retour à celui qui avait fait l'invocation et le retour est consommé directement. Donc, on réduit la complexité côté développement et on crée maintenant une couche entre les applications qui peut être une couche dans laquelle on peut gérer la qualité de service des applications distribuées. Maintenant, cette nouvelle couche qui va permettre de localiser les services. Oui? On a des questions. On prend les questions ou bien on attend la fin? C'est toi qui me dis. S'il y en a, je peux en prendre. Hein? Oui, il y en a un. Allez-y. On en a 3 ou 4. La première question, il dit quelles solutions utilisent les plateformes de streaming en ce moment? Si tu connais les solutions que les plateformes de streaming utilisent. Non, je ne les connais pas. En réalité, je ne suis même pas dans les plateformes de streaming, mais je ne connais pas vraiment les solutions qu'ils utilisent. Ok. L'autre question, c'est quelles sont les solutions de bus de service qui existent? Est-ce qu'ils sont open source? Oui. En réalité, les solutions bus de service qui existent, les fournisseurs qui ne sont pas open source ont tous des bus de service. Si on prend Service Mix, ils ont des bus de service. Oracle a son bus de service. Mais les solutions open source qui sont les plus utilisées, c'est OpenASB, qui était le précurseur des web de service. Et il y a WSO2 aussi, qui a un bus de service open source très utilisé. OK. OK. Il y a aussi une question qui dit que, pour un exemple concret, si on a un service A et un autre service B et on a un bus entre les deux. C'est-à-dire un exemple concret, exact. Là, par exemple, un exemple concret, c'est une banque qui ne fait pas de l'assurance. Et là, souvent dans les compagnies, on peut maintenant prendre, au Sénégal, ça n'arrive pas encore, mais peut-être parce qu'on n'a pas encore cette possibilité-là et on n'offre pas encore ces services. Mais ailleurs, une banque, on peut souscrire à son assurance via une banque. En réalité, ce n'est pas la banque qui fait l'assurance. C'est que la banque est reliée à un système d'assurance. Et quand on vient chez la banque
la banque ayant un contrat ou une interface avec le fournisseur d'assurance, la banque, via son système, fait ta souscription dans la banque, à l'assurance et envoie la souscription. C'est comme si on s'était déplacé chez le fournisseur d'assurance, mais en réalité, on est toujours avec son gestionnaire de compte de la banque qui, via le système bancaire, fait la souscription à l'assurance. Le message est envoyé à l'assurance. Vous avez votre souscription. La réponse de l'assurance revient à votre banque et toujours via votre compte bancaire, vous avez votre contrat d'assurance qui est au niveau de votre contrat, de votre compte bancaire. Actuellement, c'est possible parce qu'il y a eu cette intégration entre les banques et les sociétés d'assurance ailleurs. Si on avait ces genres de systèmes ici, on n'allait pas avoir besoin, par exemple, d'aller chez AXA pour faire son assurance. On peut, depuis son compte bancaire, ou depuis, pas son compte, comme les transactions mobile money qui existent, hein, mais depuis son conseiller et son interface en ligne de banque, faire une souscription et la banque à laquelle on est associé a directement une liaison applicative qui existe entre elle et le système d'assurance pour que la souscription puisse se faire. Ça, c'est peut-être un exemple qu'on pouvait donner. Je prends un autre exemple, c'est qui peut être traduite au Sénégal, c'est la partie portabilité de numéros. Je ne sais pas comment Orange et ARTP et les autres opérateurs font, mais ailleurs, on avait une compagnie qui gérait la portabilité de numéros. Et toutes les demandes de portabilité de numéros arrivaient au niveau du fournisseur. Par exemple, moi, je pars chez Orange, je dis, je fais ma demande de portabilité de numéros. Et Orange a envoyé toutes les demandes de portabilité de numéros à cette plateforme. C'est cette plateforme-là qui faisait la transaction entre les deux opérateurs et qui gérait même la portabilité, qui après changeait toutes les informations d'identification et de registration, d'inscription qui pouvaient exister entre les deux opérateurs sans qu'il y ait manuellement ou 2 fois les déplacements. On allait chez son opérateur, on lui disait, je veux faire une portabilité de numéro pour aller vers un autre opérateur. Toutes les demandes de portabilité sont envoyées vers un service. C'est le service-là qui traite les demandes de portabilité, tout ça de façon digitale, hein, sans qu'on se déplace, et qui après notifiait la personne que la portabilité de numéro est faite parce qu'il y a eu une intégration entre ce système central qui gère la portabilité de numéro et les systèmes d'information des deux opérateurs entre lesquels la portabilité de numéro se faisait. Allô? Oui. Je pense que c'est ça hein, pour la portabilité. Je travaille sur ce projet. C'est important. C'est exactement ça. Et quelque chose qu'on va avoir dans les problématiques de qualité de service, comme vous le voyez ici. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Le bus de service va avoir toutes les transactions qui vont exister entre les différents services qui sont distribués. Et ce qu'on a eu, moi j'ai travaillé quand Free faisait sa première venue en France et que tout le monde allait chez Free, le système de portabilité a crashé. Parce que le nombre de transactions qu'on devait recevoir ne pouvait plus être supporté. Tout le monde voulait aller chez Free parce qu'on avait des forfaits à 38 €, 40 €. Et Free est venu avec le forfait de 2 € et de 16 €. Donc, tout le monde voulait faire la portabilité pour quitter les opérateurs là où ils étaient comme SFR, Bouygues et tout, et voulaient se rendre chez Free. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en réalité, les problèmes de qualité de service ne résident plus qu'au niveau des couches réseau et transport, mais qu'il fallait aussi gérer des choses au niveau applicatif. Parce que là, ce qui posait problème, ce n'était pas le réseau, ce n'était pas les couches transport, mais c'était au niveau applicatif, comment gérer toutes les transactions de toutes ces demandes qui étaient méconnues, parce qu'on ne savait pas que ça allait se passer comme ça, mais que la situation a fait qu'on a eu des difficultés pour supporter toutes ces charges. C'est bon, Nongo, pour les questions ou... Oui, c'est bon, on peut continuer. Après, on reparle. On en aura. Oui. Donc, dans cette situation où le réseau est bien dimensionné, les serveurs sont bien dimensionnés, et on se rend compte qu'il y a eu des latences. En France,
c'était vers les 2011-2012, il y a eu des gens qui ont fait leur demande de portabilité et qui sont restés un mois sans avoir leur téléphone. Parce que la demande, elle était enregistrée, on avait détaché la personne de son opérateur, mais on ne pouvait plus le rattacher chez l'autre. Donc, c'est le cas où le web service de Free posait problème. Comme vous le voyez ici, la partie gauche, le bus de service avait pu décrocher, avait pu supprimer l'inscription chez l'opérateur source, mais ne pouvait plus envoyer la nouvelle inscription chez le fournisseur Free. Là, c'est là où on avait les difficultés. L'autre difficulté, c'est là où le bus de service était devenu maintenant incapable de supporter les requêtes qui arrivaient. Et maintenant, la question qu'on se posait, c'est comment à ce niveau, on peut gérer la qualité de service pour garantir que toutes les transactions qui devaient se faire normalement entre un fournisseur de service et un consommateur de service peuvent être maintenant gérées sans difficulté. Donc, plusieurs solutions ont été proposées pour que les transactions puissent se faire normalement. Et c'est ça que je vais essayer d'échanger un peu avec vous pour qu'on voit si on voulait l'implémenter ou mettre en œuvre des solutions similaires au Sénégal et partager ça avec nos structures, comment on aurait pu le faire. Et après, là, par exemple, comme vous le voyez, dès qu'on a réussi à faire de sorte qu'il n'y ait plus de pertes dans les communications, maintenant, on est capable même de différencier les communications. Parce que dans les communications, si on a une communication où c'est juste pour avoir une information, c'est juste pour avoir une information de comment les choses se passent. Cette communication est moins critique à la communication où c'est faire la portabilité. Faire la portabilité. Et là, on peut maintenant différencier les différentes communications. Donc, en réfléchissant là, je me suis dit, je ne sais pas si ça répond à la question par rapport à comment font les systèmes de streaming, mais j'avais vu quelque chose, je ne sais pas s'ils l'appliquent tous ou pas, mais dans les applications de streaming ou multimédia, les applications les images ont des criticités qui ne sont pas les mêmes. En fait, dans une vidéo ou dans une image, on peut les taguer en 3 catégories. Il y a des images très critiques. Si on ne les retrouve pas à la réception, on ne peut pas reconstituer la vidéo. Il y a des images moins critiques. Si on ne les retrouve pas, on peut reconstituer une partie. Si on les retrouve, tant mieux. Si on ne les retrouve pas, on reconstitue une partie. Mais il y a d'autres images, comme les couleurs et tout, qui sont moins critiques. Ça, on peut les perdre dans les communications. Je sais qu'il y a eu des propositions, mais au niveau transport, je ne sais pas si toutes les applications ou les plateformes de streaming l'utilisent, mais eux, comment ils faisaient? C'est qu'ils faisaient du selective discarding. C'est-à-dire, quand on a une image qu'on doit envoyer et que l'image a une durée, parce que dans les streamings et dans les appels multimédia, par exemple les vidéos interactives, il y a une durée. Par exemple, actuellement, ce qu'on est en train de faire là avec Zoom, si la durée de communication dépasse 400 millisecondes, le paquet qui est envoyé par les couches de communication n'a plus de sens. En fait, elle sera plus utile dans la reconstitution. Il y avait des mécanismes qui étaient proposés au niveau réseau où on disait un paquet qui fait 400 millisecondes. Si elle risque de retarder les premiers paquets qui étaient envoyés et qu'on doit utiliser pour faire de la reconstitution, considérez ce paquet-là comme perdu et faites la reconstitution de façon partielle. Donc, en réalité, il y a eu des mécanismes de fiabilité partielle qui sont parfois utilisés dans les plateformes de streaming pour permettre que le streaming se passe bien. Donc, mais le streaming est différent des architectures orientées services. Hein. Ça reste toujours une architecture client-serveur. Et ces mécanismes-là font partie même des premiers mécanismes qui ont été proposés pour faire du selective discarding. C'est de dire, je dois recevoir 10 paquets pour faire la reconstitution. Si un des paquets risque de retarder la reconstitution, parce que si ce paquet-là arrive, ce paquet-là arrivera avec du retard et fera de sorte que la reconstitution des 10 paquets se fera avec du retard,
considérez que le paquet qui n'est pas arrivé est perdu et faites la reconstitution avec les 9 paquets reçus et au moins on a une qualité. Parce que la perception à l'œil d'une vidéo et tout, elle est moins critique que les fichiers où le fichier il doit être totalement fiable. Alors que la vidéo, si elle est partiellement fiable, l'humain, est capable d'avoir une perception de l'image et de se l'approprier sans qu'il y ait de difficultés. Donc, il y a dans les protocoles réseau, il y avait déjà une première différenciation des applications entre des applications, par exemple, de fichiers, où la fiabilité devait être une fiabilité totale, et les applications comme des applications multimédia ou de streaming, où la fiabilité pouvait être partielle et on pouvait accepter certaines pertes ou certains rejets, même si parfois ce rejet-là, c'était implémenté au niveau applicatif, toujours, parce que malheureusement, il n'y avait pas les API ou pas. Il fallait l'implémenter au niveau application, parce que c'est au niveau application qu'on devait reconstituer l'image pour pouvoir donner ça à l'utilisateur. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Je ne connais pas totalement les plateformes de streaming pour savoir ce qu'ils utilisent, mais je sais qu'il y a eu des propositions pour faire du selective discarding à ce niveau-là. Sinon, pour poursuivre, avec les difficultés maintenant qu'on a au niveau des bus, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire tout ce que le réseau a essayé de faire, mais de le faire au niveau des bus? Donc, ça veut dire d'implémenter au niveau des bus de service des mécanismes, de voir est-ce qu'à l'extérieur des bus de service, parce qu'un bus de service, c'est un logiciel qu'on héberge dans une application, est-ce qu'à l'extérieur des bus de service, on peut mettre en place des mécanismes, la gestion de la qualité de service et de la disponibilité, et faire de sorte qu'on ait une meilleure qualité de service en fonction de celui qui veut invoquer un web service. Celui qui veut invoquer un web service, il peut même aller jusqu'à indiquer son niveau d'exigence pour l'utilisation du web service et qu'au niveau bus, qu'on soit capable de maintenant différencier les communications et gérer toute la partie communication, qualité de service au niveau du bus. Et même aller faire mieux, comment voir pour que toute cette architecture, comme vous l'avez présenté la dernière fois, Nongo, au lieu de faire les choses de façon manuelle, faire de sorte que la gestion des communications et l'utilisation des mécanismes de qualité de service se fassent de façon autonome, sans que l'humain n'intervienne à chaque fois pour dire j'utilise tel mécanisme de qualité de service à telle situation, parce que c'est ça qui me permet de garantir la qualité de service. Parce que là, on va se rendre compte que si on a plusieurs approches de gérer la qualité de service, ce sera plusieurs mécanismes, ce sera plusieurs solutions. Et en fonction du contexte, en fonction du besoin des services qui sont en train d'interagir, tel mécanisme va être plus approprié qu'un autre. Comment faire pour choisir le meilleur mécanisme à utiliser pour s'assurer que c'est ce meilleur mécanisme-là qui va garantir la qualité de service. Mais dès qu'on parle de choix en fonction, ça veut dire qu'on a su détecter le contexte, on a su voir par rapport aux besoins et au contexte réel dans lequel on se trouve, quel est le mécanisme qui est le plus approprié. Et là, c'est des solutions comme des solutions, le framework d'autonomic computing proposé par IBM qui vont permettre de garantir cela, de voir comment on peut monitorer le contexte, monitorer les besoins applicatifs pour qu'en fonction des besoins applicatifs et du contexte, décider est-ce qu'on est capable de garantir le besoin? Si oui, on ne fait aucune action. Sinon, comment appliquer automatiquement des mécanismes autour du bus de service pour que la qualité de service puisse être garantie. Donc, dans les différentes propositions qui ont été faites, ces mécanismes-là peuvent se faire suivant deux choses ou trois. Tout à l'heure, j'ai eu la question sur les bus de service qui existent. Les bus de service, il y a un standard qui régisse l'implémentation des bus de service. Ce standard, c'est sur les bus de service orientés Java. Hein. Il y a un standard qui s'appelle JBI, Java Business Integration, pour l'intégration des applications. On dit que tous les bus de service qui respectent le standard seront des bus de service flexibles et extensibles. Donc, un bus de service qui respecte un standard, ça veut dire qu'on peut le faire évoluer. Donc, on peut faire de sorte que ce bus de service-là puisse devenir un bus de service intelligent pour supporter et gérer la qualité de service.
une question pourrait être, est-ce que je connais un bus de service qui utilise le standard? OpenESB se base totalement sur le standard JBI. Par contre, WSO2, qui est un bus de service open source aussi, a mis en place son propre standard et n'est pas basé sur le standard JBI. Donc, on se disait que tous les bus de service qui respectent le standard JBI peuvent permettre de développer des mécanismes de gestion de qualité de service et de gestion de la scalabilité. Ces mécanismes-là, d'où est-ce qu'on peut les tirer? C'est des mécanismes qui existent actuellement, qui ont été appliqués au niveau des protocoles de transport ou au niveau de la couche réseau, mais qu'on n'a pas pu déployer au niveau à l'échelle très, très distribuée. Ou même, si on prend par exemple l'exemple de Free, quand Free est arrivé en France, c'est des mécanismes qu'on a pu déployer, mais qu'on a vu insuffisants parce que quand on a rencontré une situation méconnue, on a eu des difficultés alors que peut-être que le réseau était bien dimensionné. Et de plus en plus, il y a les différentes solutions autour de la virtualisation, autour du cloud, qui permettent de garantir une qualité de service, non pas par rapport à des mécanismes qui vont modifier le comportement de l'intégration ou le comportement de la mise en relation des services, mais qui vont plus agir sur comment dynamiquement mettre à la disposition des ressources au bus, parce que comme je l'ai dit, le bus n'est rien d'autre qu'un logiciel aussi qu'on développe et qui va donc tourner sur une plateforme à laquelle il faut lui associer ou lui attribuer des ressources. Et c'est la gestion de ces ressources physiques attribuées à la plateforme qui supporte le bus ou qui héberge le bus peut permettre d'améliorer ou pas la qualité de service et la scalabilité. Et pour le faire de façon très autonome, sans que l'humain n'ait à agir toujours, il y a le framework d'autonomic computing qui va permettre de le faire de façon autonome. Donc, très rapidement, vu le temps qui me reste, JBI, c'est un peu comme ça que ça se présente. Pour ceux qui ne connaissent pas totalement les bus est aussi pour mieux répondre à la question de tout à l'heure. Un bus de service, c'est quoi? C'est un fournisseur de services. Donc, moi, je suis chez moi, je développe mon web service qui permet à tout le monde de connaître, je prends le cas du COVID, de connaître les résultats du COVID du jour. Je le publie quelque part et quiconque qui a besoin d'avoir en temps réel dans son application les résultats du COVID peut invoquer directement mon web service sans le bus, parce que comme vous le savez, les bus ne sont pas obligatoires. On est en train de voir comment ça peut améliorer, mais ce n'est pas obligatoire. Parce qu'en réalité, les web services, on aurait pu directement invoquer le web service. Mais si vous voulez invoquer directement le web service, ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez totalement mon API et que vous adaptiez vos développements en fonction de mon API. Et à chaque fois que je modifie mon API, vous allez devoir modifier votre développement. Le bus de service va dire, moi, je veux utiliser l'application, le web service qui est exposé, mais je veux être autonome à comment cela est fait. Donc, je parle au bus de service. Le bus de service, lui, a des services engine qui va permettre d'adapter mon message au message du fournisseur. Peu importe le message du fournisseur, il y a des engins qui sont capables de les adapter. Il faut juste mettre les règles. Et quand on invoque un web service, via le bus, on l'invoque via le message que je comprends. Le bus de service est capable de retrouver via son routeur à qui le message est destiné et est capable d'aller vers ce fournisseur-là et d'adapter le message, ainsi de suite. Donc, on dit que si on respecte ce standard-là, on est capable de gérer la qualité de service dans les communications des systèmes distribués. Comment on est capable de le faire? Parce que tout ce qui est binding component et service engine, on est capable de mettre des mécanismes là-bas et ce sont les mécanismes qui vont permettre de retarder un message, d'accélérer un message, de différencier les messages en fonction du besoin. Donc, un message qui vient du consommateur A, parce que lui, il paye, son message va être différencié du message qui vient d'un consommateur B qui utilise le service gratuit. Donc, au niveau du bus de service, on est capable maintenant d'étendre les composants avec des mécanismes pour gérer la qualité de service. Et on est même capable de faire mieux, on est capable de développer son propre service engine
pour mettre en place un service engine qui, comment il va transformer le message d'un service A, il ne le fera pas de la même façon que comment il va transformer un message d'un service B. Donc, le standard JBI, c'est un standard qui permet de garantir ces genres de mécanismes et de les supporter. Donc, les mécanismes, on peut le faire en suivant un standard. On peut le faire aussi en s'inspirant de ce qui existe au niveau du réseau. Au niveau du réseau, comme vous le connaissez, il y a tout ce qui est contrôle de congestion, contrôle de flux, gestion des erreurs, shaping. Shaping, c'est quand on retarde un fournisseur ou un utilisateur parce qu'il dépasse, par exemple, la capacité qu'on lui avait donnée. Si on avait signé un SLA avec quelqu'un et qu'on voit que comment il est en train d'utiliser les ressources qu'on lui avait données, c'est pas de la même façon que ce qui est dans le contrat de performance, on peut transformer, on peut adapter son message en fonction du SLA qu'on a signé. Je parlais tout à l'heure du mécanisme de partial reliability. C'est des choses aussi qu'on peut implémenter au niveau des bus de service pour différencier les messages entre un fournisseur de service et un provider de service. Donc, ces différents mécanismes permettront, par exemple, si on prend la fiabilité, le contrôle de flux va permettre d'éviter de perdre des messages. Si on veut gérer des problèmes de latence en fonction de deux applications qui n'ont pas les mêmes besoins, on peut mettre des mécanismes pour différencier les messages et pouvoir donner une meilleure latence à quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Les ressources sur lesquelles sont déployés le bus, de plus en plus avec l'avènement de la virtualisation et du cloud, on peut faire de sorte que on va éviter un sous-provisionnement parce que si on fait un dimensionnement qui parfois est inférieur à des pics de requêtes, on aura des pertes, on aura des difficultés. Si on fait un surdimensionnement pour dire il faut surdimensionner, on n'aura jamais 100 000 requêtes, donc il faut dimensionner les ressources pour supporter 100 000 requêtes. Là, on perd en termes de performance, en termes de budget aussi, parce qu'on déploie des ressources qui ne seront pas utilisées tout le temps. Donc, avec l'avènement de la virtualisation et du cloud, on est capable de gérer les ressources que l'on donne au bus de service en fonction de la charge actuelle. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de monitorer la consommation des ressources, de monitorer en temps réel les transactions qui sont sur le bus. Et en fonction de cela, on est capable d'adapter en temps réel les ressources en fonction des transactions qui tournent. Comment le faire? C'est que les bus de service, il ne faut pas les déployer dans des environnements statiques. Il faut penser à les déployer dans des environnements orientés cloud, même si ce n'est pas du cloud, mais orientés cloud, avec la virtualisation et tous les mécanismes que le cloud computing offre pour qu'en temps réel, qu'on gère la partie élasticité des ressources et l'adaptation dynamique des demandes. Donc, avec tout ce qui est cloud, on peut maintenant faire de la scalabilité verticale. Qu'est-ce qu'on entend par scalabilité verticale? C'est qu'en temps réel, on peut augmenter les ressources allouées au bus ou réduire les ressources orientées au bus. Donc là, on parle des ressources physiques et virtuelles allouées à l'instance ou aux partitions sur lesquelles le bus de service tourne. On peut faire aussi de la scalabilité horizontale, c'est faire de sorte qu'en temps réel, si on sent qu'on a besoin d'avoir 2, 3 bus de service pour supporter toutes les transactions qui doivent exister entre des organisations, en temps réel, qu'on puisse déployer plusieurs bus dans un cluster et qu'on puisse les interconnecter pour qu'ils puissent supporter la charge. Ou qu'on puisse déployer les bus en fédération pour que les bus puissent être en cascade et gérer toutes les transactions qui doivent venir. Donc là, l'intérêt de ce mode de déploiement, c'est que les services engines qui sont responsables de transformer les messages, au lieu de les avoir tous sur un seul bus, et que le bus peut devenir un goulot d'étranglement, on distribue les services engines sur plusieurs bus et en fonction du message qui tourne, si on a besoin d'un service engine qui est dans un bus 3, on basculera le message dans le bus 3 et le service engine là-bas traitera le message avant de renvoyer le message au niveau du fournisseur de service. Donc, globalement,
on a une architecture flexible avec le standard JBI qui va permettre d'avoir ces genres de bus de service pour gérer la qualité de service des systèmes distribués. On a des mécanismes qui existent au niveau des couches transport et réseau qui, si on s'en inspire, on peut développer au niveau des bus des mécanismes qui vont permettre de gérer la qualité de service. Et on a la virtualisation et le cloud qui permettront de gérer de façon élastique les ressources qu'on alloue au bus. Maintenant, la problématique qui va se poser ici, c'est qu'on a une banque d'actions qu'on peut faire et on a ces actions-là qui vont être pertinentes dans un cas et moins pertinentes dans un autre cas. Le contrôle de flux peut être pertinent pour gérer la fiabilité, mais ne peut pas être utilisé si on veut gérer la disponibilité du bus. Donc, en fonction du contexte, je le disais tout à l'heure, et en fonction des besoins, on doit être capable de savoir en temps réel quel est le mécanisme qu'il faut implémenter, qu'il faut utiliser par rapport à la situation. Et c'est là où la gestion autonome va être intéressante, c'est de dire, donnons la connaissance humaine pour gérer les choses, donnons ça à un framework qui, de façon autonome, va être capable de superviser ce qui se passe et en fonction de ce qui se passe, va être capable de prendre une décision et d'activer tel mécanisme ou tel mécanisme pour la gestion de la qualité de service. Donc là, il faut penser à le faire de façon autonome. Et il y a des solutions comme l'autonomic computing qui est proposé par IBM, qui permet de mettre en place un système autonome, autogéré et éviter que la complexité de gestion manuelle des humains puisse intervenir. Donc, la dernière fois, dans la présentation de l'autonomic database, on voyait les différents self qui existent. Donc, en réalité, ce n'est rien d'autre que la même chose. Faire de sorte que le bus de service puisse faire une self-configuration, pouvoir configurer et répondre dynamiquement à l'environnement, pouvoir s'optimiser tout seul sans qu'il y ait de difficultés, sans qu'il y ait beaucoup d'interventions humaines et pouvoir se protéger tout seul. Donc là, il y a un framework, il y a un cadre que si on le suit, on est capable d'avoir un bus qui est capable de se rendre autonome et d'avoir une intervention humaine réduite. Comment on y arrive? Et là, c'est la dernière planche avec laquelle je vais terminer. C'est que si on a un bus de service dans lequel on a suivi le standard JBI, on a développé des mécanismes orientés réseau au niveau des binding components, au niveau du routeur, au niveau des service engine. On peut, autour de ce bus de service-là, donc, comme je le disais tout à l'heure, déployer sur des ressources orientées cloud, on peut, autour de ce bus, développer des senseurs et des effecteurs, des senseurs, des capteurs, pour savoir en temps réel quel est l'état du bus, mais aussi quel est l'état de la communication autour du bus. Et avec le framework de l'autonomic computing, on est capable de monitorer tout ce qui se passe autour du bus, d'analyser les situations qu'on a monitorées, parce que quand on monitore, on est capable de récupérer toutes les informations de l'état du bus, de l'état des ressources qui sont autour du bus ou sur lesquelles le bus est déployé, d'avoir les informations sur les communications qui tournent autour du bus. Et à la fin, toutes les informations issues du monitoring permettent de détecter des symptômes et de dire est-ce qu'il y a un besoin d'apporter un changement au contexte ou pas. Si, par exemple, on avait ce genre de solution-là, quand Free arrivait en France, on allait détecter rapidement qu'il y a un trafic inhabituel qui est arrivé en fonction du trafic qu'on avait l'habitude de voir. Et quand on détecte ça de façon autonome, parce qu'on l'a détecté, on le détecte toujours, hein, même là, bon, là où je travaille dans ma direction, dernièrement, on a lancé un projet où il y a 300 personnes qui devaient se connecter, alors que dans le passé, il y en avait moins. On n'avait même pas 50 personnes qui devaient utiliser ce service. Quand on l'a déployé et qu'on a vu qu'il y avait 300 personnes et que les transactions, on ne pouvait pas les supporter, aussitôt, on détecte en réalité que ça ne fonctionne pas. Parce que vous allez recevoir des appels, vous allez être inquiété parce que les gens vont dire ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si on avait, nous, un système autonome, on ne l'a pas encore, peut-être qu'il faut qu'on aille vers ça, on aurait pu détecter rapidement qu'on va vers des difficultés. Et le fait d'avoir détecté qu'on va vers des difficultés
nous impose de faire des changements avant même qu'on arrive à cette difficulté-là. Donc, le bloc analyse de l'autonomic computing va permettre de déterminer est-ce qu'il faut faire des actions ou pas. Maintenant, les actions à faire, il faut les identifier. Si on les avait déjà identifiées, c'est l'occasion de façon autonome de permettre une application de ces actions-là. Si on ne les avait pas identifiées, il faut alimenter la base de connaissances que vous voyez là au centre pour lui dire tel système, si vous le détectez, voilà telle action de correction qu'il faut envisager. Et après, le système autonome sera capable de définir quelle est la stratégie, quelle est la suite d'actions qu'il faut suivre pour résoudre et corriger le problème qui est arrivé ou qu'on peut avoir si on ne fait aucune action. Et il y a la boîte exécution qui est capable d'exécuter le plan qui est défini et de le mettre en œuvre. Donc, ces genres de solutions-là existent de plus en plus dans le cloud et de plus en plus dans certaines structures pour faire de l'autonomique administration, de l'autonomique gestion des systèmes qui sont déployés et qui sont à la disposition des utilisateurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse de plus en plus à comment introduire ces différentes solutions dans nos organisations et faire de sorte que ce qu'on est capable de faire manuellement de façon avec l'humain qui intervient, comment de plus en plus on peut traduire ces connaissances à des systèmes autonomes, de sorte que c'est le retour ou c'est des blocages du système autonome qui vont nous permettre, nous, de pouvoir nous améliorer, de définir les nouveaux mécanismes et de continuer à améliorer la gestion de qualité de service. Donc, globalement, c'est ça l'architecture que nous proposons pour la gestion des systèmes distribués, de la qualité de service des systèmes distribués, surtout pour les systèmes orientés service qui sont déployés via des bus de service, interconnectés via des bus de service, et autour de ces bus de service-là, développer des mécanismes dans le bus ou en dehors du bus pour la gestion de la qualité de service. Donc, en bon pédagogue, Nongo, je dois finir à 12h, j'ai fini à 11h58. Ok, merci Codé pour la présentation. En tout cas, c'est une présentation qui est de notre niveau. Donc, pas comme tu l'as dit, hein, ce qu'on a eu à avoir tout le temps. Mais c'est une présentation de qualité et on se rend compte que le développement ou bien le monde de l'informatique, ce n'est pas uniquement produire du code, mais il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte. Donc, il y a d'autres questions qu'on va prendre et continuer. Il y a une question qui m'a fait un peu rire, qui dit que faire des ESB en Java en 2020. Donc, il dit qu'il est un peu confus parce que pourquoi faire du ESB en Java en 2020? Bon, je ne sais pas pourquoi il a demandé cela. Si tu as des réponses face à cela. Comme je dis, hein, même les open source suivent de moins en moins le standard JBI. Et là, le dernier bus qui suit le standard JBI, c'est OpenSB. Mais la plupart des gens, ils ont arrêté de le suivre. N'est-ce pas le JBI, c'est juste une spécification. C'est une spécification, oui. C'est une standardisation, en fait. Voilà, mais les gens le suivent moins. Voilà, c'est ça. Je pense que je l'ai dit, hein, j'ai dit que même genre, les propriétaires, ils suivent leur propre standard actuellement. Et dans les open source, les gens ne le suivent plus. Il n'y a que OpenSB qui reste toujours dans ce standard-là. Sinon, le reste, par exemple, les Indiens, WSO2, c'est des Indiens. Ils sont très forts, mais ils l'ont arrêté depuis longtemps. Ils ont mis en place leur propre approche et leur propre standard. Mais là, c'était juste une spécification. En disant que si on veut avoir une architecture générique, flexible, extensible, voilà, nous, ce qu'on préconise comme architecture. Après, on peut développer avec n'importe quel langage, si on suit l'architecture. Ok, je vois. Et aussi, il y a une autre question qui disait que est-ce que les consommateurs, ils connaissent, via ce schéma que tu as montré là, est-ce que les consommateurs, ils connaissent toujours les providers ou bien c'est au ESB de charger, de déterminer à quel provider il va envoyer la demande? En fait, là, l'objectif, c'est de rendre abstrait et de ne pas connaître le provider, en fait. Parce que si on connaît le provider, on aurait pu l'invoquer directement.
Et donc, si on connaît 10 providers et qu'on veut invoquer 10 providers, dans son code, il faut implémenter la possibilité de parler aux 10 API. Avec le bus de service, on n'a plus ce besoin-là. On ne parle qu'au bus de service avec le binding component auquel on est rattaché. Et c'est le bus de service qui se charge du reste. Cela suppose aussi que tous les providers s'inscrivent dans le bus de service. Et c'est le bus maintenant qui gère toute la partie qui reste derrière. Allô? Une autre question. Oui. Croyez-vous que c'est le manque de QoS qui a mis en échec l'enseignement à distance au Sénégal? C'est un plus, hein? C'est un des plus, oui. C'est une des raisons. Mais bon, on ne va pas se prononcer sur les aspects politiques. OK. Mais c'est une des raisons. Mais là, ça dépasse, ça n'atteint pas encore le niveau ESB. Le manque de QoS qui empêche la qualité de service au Sénégal n'est même pas encore arrivé au niveau réseau de transport. Parce que, comme je l'ai dit, pour arriver à ce stade où on est capable de réfléchir sur comment on est encore en mesure d'améliorer la qualité de service au niveau middleware, c'est parce qu'on a su gérer la qualité de service dans les différentes couches. Actuellement, au niveau au Sénégal, on a encore des problèmes au niveau réseau et transport avant même d'arriver au niveau middleware. Ouais. Middleware, c'est quand on a véritablement fait tous les efforts possibles au niveau réseau et au niveau transport et que tout ça, c'est bon. On n'a plus de difficultés, qu'on est capable de dire maintenant comment on est encore. Donc, c'est toujours dans l'amélioration continue. On a fait beaucoup d'efforts au niveau de la couche réseau, ça marche. On ne peut plus aller faire mieux. On a fait beaucoup d'efforts au niveau de la couche transport. On a atteint, entre guillemets, nos limites. Parce qu'il y en a qui peuvent toujours faire évoluer les choses. On dit, mais où est-ce qu'on peut encore toucher pour garantir une meilleure qualité de service? Et c'est là où on peut travailler sur les couches middleware qui existent. Okay. Il y a un autre ami qui dit aussi s'il n'y a pas d'autres commentaires sur Rabbit MSQ ou bien NATS ou bien XBus. Parmi ce que tu as cité, je pense que c'est RabbitMQ que je connais un peu. La différence entre les ESB et RabbitMQ, si je ne me trompe pas, c'est que l'autre, c'est orienté message, c'est les publish subscribe et les fils, alors que le bus de service, il y a toute la partie transactionnelle qui va jouer. Effectivement. Je pense que c'est ça aussi. Concernant, je pense qu'on va prendre une dernière question ici. Et il y a Boubacar qui demande qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que tu proposes en fait sur la problématique qu'il a énumérée tout à l'heure sur l'enseignement à distance au Sénégal. Sur l'enseignement à distance au Sénégal actuellement, déjà, il faut qu'on ait si les opérateurs arrivent à garantir toute la partie connectivité au niveau national, il faut maintenant qu'on travaille sur la partie plateforme d'enseignement à distance. Et que dans ces différentes plateformes-là, en plus d'avoir un réseau stable et avec une qualité de service garantie à ce niveau-là, qu'on puisse voir quels sont les mécanismes, quelles sont les actions qu'on peut faire pour que, par exemple, les cours des classes, par exemple, si on prend l'examen, l'approche du gouvernement, les enseignements des classes d'examen étant plus critiques que les enseignements des autres classes, c'est là où on peut commencer à définir des mécanismes au niveau application pour dire celui qui essaie d'accéder à des cours pour des classes d'examen, voilà comment on peut gérer sa qualité de service par rapport à celui qui va accéder à des cours moins critiques. Donc, soit en faisant du shaping, quelqu'un qui se connecte alors qu'il y a beaucoup de classes d'examen qui ont besoin des ressources, qu'on puisse le bloquer par rapport à d'autres ou qu'on puisse réduire le trafic par rapport à d'autres. C'est ça. Et même, il faut dire, et même durant cette crise, il y a certains opérateurs qui ont eu à augmenter leur débit parce qu'il y avait... Non, en Allemagne, on a eu cette difficulté parce que tout le monde faisait du télétravail. Le premier pays qui a eu des difficultés, c'était en Allemagne. Parce que tout le monde travaille à distance et les opérateurs n'arrivaient plus à supporter la charge. Effectivement.
Ok, merci en tout cas à Codé Diop. C'était une très belle présentation et ça nous permet aussi de voir d'autres horizons. Merci encore. Merci, merci à vous. Merci.